Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo après 2 semaines où il n'y en a pas eu. Et on va reprendre en fait avec une vidéo sur l'imagerie dans les troubles musculo-squelettiques. On va voir pourquoi l'imagerie c'est pas essentiel. On va voir que ça montre pas forcément la source de la douleur et on va voir comment ça peut fabriquer des malades. Ok? Bien évidemment, je le dis tout de suite, mais j'ai une diapo dessus, mais c'est pour ceux qui vont regarder que 2 minutes de vidéo. Je ne dis pas que l'imagerie est inutile. Ok? Donc je vais répéter une deuxième fois. Je ne dis pas que l'imagerie est inutile. Ok? C'est un outil incroyable quand on l'utilise de la bonne manière. C'est tout. Avant de commencer, donc pour ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram, je vous ai mis mon Insta juste là. Deuxième chose, estimation de la durée de la vidéo. Il y a 25 diapos. En ce moment, je fais que de sous-estimer le temps de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais dire 3 heures. Comme ça, forcément, je sais que je vais pas sous-estimer le temps. Ok? Je l'ai clairement surestimé. Donc, on va commencer avec l'imagerie dans les troubles musculo-squelettiques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde les recommandations de bonne pratique, alors là, donc bon, le screenage de red flag, j'ai laissé, mais en fait, on s'en fiche là. Voilà, on va utiliser tout ce qui est examen d'imagerie uniquement si c'est spécifiquement indiqué, ok? On fait pas un examen de routine, le patient il a mal au dos, on va lui faire passer une radio ou une IRM, et comme ça, là, on vérifie tout, et puis après, comme ça, on passe au traitement. Non, ça ne se passe absolument pas comme ça, et on verra après pourquoi ça ne doit absolument pas se passer comme ça. Là, pareil, un défait sur le dos, et donc en gros, ce qu'on sait, c'est que tous les examens d'imagerie, en fait, ils montrent rarement la cause de la douleur. En fait, ils vont montrer la cause de la douleur quand il va y avoir quelque chose de très spécifique. Par exemple, s'il y a un syndrome de la queue de cheval, oui, vous allez voir la compression de la moelle. Ok, s'il y a peut-être une infection au niveau de la colonne, vous allez la voir. Ok, s'il y a une fracture, vous allez la voir. Ok, mais dans un trouble dans une lombalgie non spécifique, vous allez avoir plein de choses, peut-être un peu d'arthrose, peut-être un disque un petit peu abîmé, peu importe. En fait, ça expliquera pas forcément les douleurs de votre patient. Donc nous en fait on va voir pourquoi l'imagerie dans les troubles MSK, en fait en gros ça montre pas forcément la douleur des patients, enfin ça montre pas, oui ça montre pas forcément la douleur des patients. On va voir un petit peu toutes les zones du corps et après on se concentrera surtout sur l'IRM et la lombalgie parce qu'en fait la lombalgie c'est ce qui est le plus étudié et l'IRM c'est beaucoup utilisé aussi. Donc en fait, si on prend cette étude-là, alors vous la connaissez par cœur, celle-là, c'est celle qui montre tous les états de la dégénérescence de la colonne vertébrale en fonction de l'âge des patients. Et en gros, voilà, on retrouve de la dégénérescence discale. Voilà, à 20 ans, on est quasiment... là, on est quoi? On est un peu avant 40%. Donc déjà, à 20 ans, il y a 40% des gens qui ont un disque qui n'est pas en super forme. Et à 80 ans, voilà, c'est quasiment tout le monde. Là, c'est la barre du 90, donc on arrive quasiment au 100. Si on regarde la dégénérescence facétaire, donc c'est l'arthrose. En fait, j'ai choisi un facteur qui concerne le disque, un qui concerne l'arthrose et un qui concerne les spondylos. Comme ça, c'est trois choses différentes. Mais voilà, à 20 ans, peu d'arthrose. Et puis, par exemple, 60 ans, 50%. Il y a 80 ans, c'est plus de 80%. Mais après, voilà, à 50 ans, il n'y a pas forcément 50% des gens qui ont mal au dos, et notamment si c'était l'arthrose qui expliquait. L'arthrose, vu que ça, a priori, ça ne se soigne pas, on n'a pas 50% des gens de 60 ans qui ont mal tous les jours, tout le temps au dos. Et le spondylo, c'est pareil, hop, en fait, on voit que plus on monte, plus l'âge augmente, plus on en a. Mais en fait, c'est des gens, c'est pas des changements, c'est pas des anomalies, c'est ce qu'on appelle des changements dégénératifs liés à l'âge. Plus beau. En fait, ce qu'on retrouve, c'est que dans des études où ils se concentrent sur l'arthrose, il n'y a pas de lien entre arthrose et douleur. Quand ils se concentrent juste sur les spondylolisthésis, il n'y a pas de lien entre les deux. Quand ils se concentrent juste sur la sténose lombaire, il n'y a pas de lien entre les deux. Ok? D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la formation que j'ai faite sur les drapeaux rouges, on parle de la sténose lombaire. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la sténose lombaire, il y a la sténose clinique et la sténose à l'imagerie. Et en fait, à l'imagerie, il y a plein de gens qui ont des sténoses lombaires ou des canals lombaires étroits. Alors qu'en fait, non. Ils ont, radiographiquement, oui, cliniquement, non.
On passe à la hanche. Après, si vous voulez, il y a à chaque fois beaucoup plus de données hein, dans les études. Ils étudient plein de choses. Moi, je prends des petits trucs significatifs, notamment pour les kinés et pour les personnes qui font du sport. Donc, par exemple, le labrum et les anomalies du cartilage. Parce qu'il y a une personne qui vous dit que quand on descend trop bas au squat, on s'abîme le labrum, et après c'est pour ça que vous avez mal à la hanche. Bah en fait, entre 15 et 66 ans, on a 73% des personnes qui ont des anomalies asymptomatiques. Voilà. Et en fait, si on prend les déchirures du labrum, bah on est quasiment à 70% des gens qui en ont, et les anomalies du cartilage, on est à 25%, on va dire, donc un quart des personnes. Ça va de 15 à 66 ans, forcément en fonction de votre âge ça va pas être pareil, mais voilà, c'est juste pour vous dire que vous pouvez avoir des lésions à un endroit, pas forcément de la douleur, ok. Et en fait ça se retrouve partout, là on a fait rachis lombaire, là on a fait la hanche, ensuite on va faire le genou, et donc il y a plein d'études sur le sujet. Voilà. Sur le genou, en gros, a priori, il y a un cap. Avant 40 ans, il n'y a vraiment pas grand chose. Après 40 ans, il y a beaucoup plus de choses. Mais voilà, les anomalies du cartilage après 40 ans, c'est 40%. Ouais, bah en fait, t'as de l'arthrose du genou à partir de 40 ans, bah c'est pas grave. Les déchirures des ménisques, pareil, voilà, on est à 20%. Ok, ostéophyte, on va en avoir aussi. Donc voilà, le genou, il va avoir des changements liés à l'âge, en fait. Et plus vous allez vieillir, plus il va y avoir ces changements. Mais ça va pas forcément être associé à de la douleur. Là, je vais le répéter beaucoup, cette phrase-là, hein, tout au long de la première partie de la vidéo. Donc là, on a fait le genou, après on va passer à la cheville. La cheville, donc là, j'ai... Alors, ici, cette étude-là, c'est celle-là. Mais en fait, vous avez les mêmes données dans ces deux études-là, en gros. Là, j'ai tout pris ici, parce qu'ils étudient à chaque fois des choses différentes, et j'ai tout mis dans le tableau. Donc on a des ruptures de la plaque plantaire chez 50% des gens, qui n'ont pas mal. Atteinte du ligament talofibulaire, boum, 30%. Atteinte des fibulaires, 30%. Tendinopathie calcanéenne, 15%. Lésion chondrale du dôme du talus, 13-15%. Ben voilà, c'est des gens qui n'ont pas mal. Chez des personnes qui n'ont pas mal. Rachis cervical. Alors là, pareil, il y a énormément de choses qui ont été étudiées, le nombre d'étages qui étaient atteints, le nombre de dégénérés, enfin l'atteinte de dégénérescence, les trucs, les machins. Moi, j'ai pris juste une stat que j'ai mise en infographie pour que vous vous représentiez ça un petit peu. À 20 ans, il y a 73%, 73,3% des hommes qui ont un bombement discal au niveau cervical, et chez les femmes, c'est 78%. Et on a 87,6% des individus qui présentaient un bombement discal important. Là, je l'ai pas mis, mais il y a même des gens qui ont, comme pour la sténose lombaire, des compressions de la moelle qui sont asymptomatiques. Donc voilà, je vous l'avais pas mis, mais là, en fait, vu que je suis sympa, je vous le mets. Donc en fait, on retrouve des compressions de la moelle épinière chez 5,3% des sujets, avec une prévalence qui augmente avec l'âge. Waouh, ça augmente avec l'âge de la prévalence, c'est incroyable. Mais est-ce que ce serait pas un peu comme au niveau du genou, waouh, et comme au niveau de la hanche, waouh, et comme au niveau du dos, du rachis lombaire? Bah si, oh putain, incroyable. Là, on apprend, sur mes vidéos, on apprend vraiment des choses incroyables, hein. L'épaule, pareil, donc des anomalies asymptomatiques de l'épaule ont été retrouvées chez 96% des sujets âgés de 40 à 70 ans. Donc en gros, entre 40 et 70 ans, sûr et certain, votre épaule elle a des problèmes. Et en fait, quand vous regardez la courbe d'évolution des ruptures de coiffe, bah en fait, en général, avant 40 ans, je crois que c'est 40 ans. Alors dans ce cas-là, faut regarder, je l'ai pas mise là, mais faut regarder la vidéo sur le conflit sous-acromial, la première, où c'est un Batman qui se tient... Non, c'est Superman qui se tient l'épaule. Je crois que vous avez la stat, mais c'est à partir de 40 ans, je crois en gros, avant 40 ans, il y a zéro rupture de coiffe, à part sur des traumas ou des choses comme ça, et après 40 ans, boum, il y a une ascension exponentielle, voilà, pour à 80 ans, il y a tout le monde, grosso modo. Pour faire simple, hein, c'est une courbe vraiment qui monte d'un coup, il y a vraiment rien, et d'un seul coup, boum, ça monte. Donc voilà, donc atteindre la coiffe des rotateurs, waouh, 75%, c'est énorme. Épaississement de la bourse, 80%. Arthrose acromioclaviculaire, plus de 60%. Atteinte du labrum, plus de 10%. Il y a même des études qui ont montré que ça pouvait être entre 55 et 72%. Donc, ah ouais, j'ai mal à l'épaule parce que ma coiffe, elle est éclatée. Enfin, j'ai des lésions au niveau de ma coiffe. Oui, mais en fait, ça dépend quel type de lésion, ok? Si vous êtes vieux et que la coiffe, elle est... Petit à petit, elle s'est dégénérée, il n'y en a plus, et que vous avez eu mal, mais en fait, on sait même pas si c'est... si ça arrivait avec ça ou pas, bon, on s'en fiche. Si vous avez moins de 40 ans, que ça arrivait sur un trauma, peut-être que là, va falloir se faire opérer, et là, on peut se dire, ah oui, effectivement, ça, c'est comme ça. Si vous êtes, pareil, une personne âgée, ça allait très bien, vous tombez, bim, ça pète, peut-être qu'il y aura des indications à la chirurgie, mais... Si ça vient comme ça, bon bah c'est pas grave. Arthrose acromioclaviculaire, là c'est 60%. Je crois qu'il y a des études que j'ai pas mises là, mais qui peut montrer que ça monte vraiment vraiment. Et si vous faites du sport, ça peut vraiment augmenter de ouf, hein.
Mais bon, voilà, j'ai pas les sources, donc je vais pas les dire, mais je crois que ça peut vraiment taper très très haut, hein. Ici, c'est chez des femmes, et là on voit, ah ouais, mais en fait les femmes, putain, elles se blessent quand même, elles sont beaucoup moins abîmées des épaules. En fait, c'est juste que la cohorte ici, elle est beaucoup plus jeune, hein. Je vous ai dit que c'est à partir de 40 ans, et que à 70 ans, c'est exponentiel, les blessures au niveau de la coiffe notamment. Bon, bah forcément, entre 18 et 56 ans, va y avoir beaucoup moins de problèmes parce qu'ils sont jeunes, les gens là. Ok. Et en fait, quand on regarde, ça c'est des résultats d'imagerie sur les deux épaules de 123 personnes qui présentaient une douleur à une seule épaule. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que tendinopathie de la coiffe des rotateurs, en fait, bah, quand vous avez mal d'un... Alors le côté rouge c'est le côté symptomatique et le côté bleu c'est le côté asymptomatique. Donc en fait, quand on regarde le côté rouge, bah, par exemple, on retrouve ce pourcentage-là de lésions au niveau de la coiffe. Mais en fait, quand on regarde le côté asymptomatique, en fait, on a quasiment la même chose en fait. Les atteintes acromioclaviculaires, on a les mêmes atteintes du côté symptomatique que du côté asymptomatique. Pour les atteintes du labrum, on a quasiment les mêmes atteintes du côté symptomatique que du côté asymptomatique. Pour l'atteinte de la longue bourson du biceps, bon, il y a un peu plus d'écart ici. Mais je sais plus si c'est significatif ou pas, et l'arthrose. Mais en gros, à la fin de l'étude, c'est que la plupart des résultats anormaux à l'IRM n'étaient pas différents en fréquence entre les épaules symptomatiques et asymptomatiques. Donc en fait, le patient qui vient vous voir, j'ai mal à l'épaule. Sur mon échographie, on a vu que j'avais mon supraépineux qui avait une tendinite. Ok. En fait, si le patient lui faisait une échographie de l'autre côté et qu'il y avait même résultat, bah en fait, ça expliquerait beaucoup moins sa douleur du coup. Pourquoi d'un côté ça ferait mal et de l'autre côté ça ferait pas mal, si c'était ça qui causait la douleur. Voilà. On va pas passer je dis pas qu'il faut passer des imageries des deux côtés aux personnes. Peut-être déjà passer moins d'imageries. Et si on passe des imageries quand c'est significatif, quand le kiné ou le médecin, surtout le kiné, parce que le kiné, on est plutôt bon pour ça, dans les douleurs musculo-squelettiques, dire là, peut-être faire une imagerie. Peut-être qu'il y aura moins de monde qui ira à l'imagerie, mais ça sera plus pertinent d'aller à l'imagerie. Et du coup, bah, ça sera plus significatif. On pourra se dire, ah bah là, voilà, ça, ce qu'on voit là, peut-être il y a de fortes chances que ça explique vos douleurs. Ok. Peut-être que je me raconte des histoires, mais voilà. Alors là, du coup, je vais aller directement contre l'argument qu'on fasse pas un homme de paille avec ce que je dis. Je dis pas que l'imagerie est inutile, ok? Et je vais vous expliquer des cas où c'est utile. Mais vous le savez, ça. Suspicion de pathologie spécifique. Fracture, syndrome de la queue de cheval. Le mec qui vient, il a mal au dos. Ah, c'est une personne âgée. Allez, c'est une femme. Femme, 70 ans. Elle a fait une chute. Juste de tomber de sa hauteur. Elle est sous corticoïde depuis un moment. Bah là, oui, tu la renvoies pour une fracture parce que il y a quand même de fortes chances qu'il y ait une fracture, tu vois. Donc là, faut le savoir. Peut-être qu'il y aura une fracture et qu'on va vous la renvoyer et vous allez faire il y aura aucun acte qui sera fait. Mais au moins vous avez renvoyé et vous savez qu'elle a une fracture. Et après, voilà. Syndrome de la queue de cheval. Le mec, il arrive ou la meuf, elle a plein de problèmes au niveau des nerfs. Bah, on va passer une IRM, ok? Je rappelle que j'ai une vidéo sur le syndrome de la queue de cheval, c'est aussi expliqué dans ma formation. On peut avoir des syndromes de la queue de cheval négatifs au scanner, mais ce qu'il faut, c'est renvoyer le patient. Ok? Échec de la prise en charge conservatrice, bah ouais, imagine tu prends une épaule. En général, une épaule, on dit 12 semaines pour que ça aille mieux. Une douleur classique d'épaule, voilà. Bah, si au bout de 3 mois ça change pas, bah soit revois ton diagnostic, soit tu renvoies chez le médecin pour faire des examens complémentaires. Si on a une aggravation des symptômes, le mec qui vient, je sais pas, il a mal dans... Ou le mec ou la meuf, hein, toujours pareil, il a mal dans sa jambe, vous faites un bilan neuro par exemple, et vous voyez que en fait 3 semaines après vous refaites le même truc et purée ça perd. Et en fait il fait que de perdre. Bah ouais, là il y a peut-être un petit problème, donc faut peut-être passer une IRM ou quelque chose. En gros, le patient il vient, vous le prenez, si votre niveau de vigilance il est à 0 parce que tout a l'air nickel, bah on le prend en charge, mais on surveille, toujours, ok, parce on n'est jamais sûr à 100%. Et si tout se passe bien, bah tout se passe bien, mais si ça progresse pas ou qu'il y a une aggravation, bah on renvoie, et si ça pue dès le début, bah on renvoie direct, ok? Donc là on va passer à la partie 2. Donc là en fait on va parler IRM et on va voir ce que ça donne. En fait l'IRM, bon, on a vu que ça indiquait pas forcément les douleurs, ça peut peut-être indiquer des facteurs de risque. En gros, on a une méta-analyse ici qui dit que les signes de bombement discal, dégénérescence discale et toutes ces choses-là, elles sont associées de manière significative à la lombalgie chez les patients adultes âgés de 50 ans ou moins. Mais l'association entre ces résultats dégénératifs et la douleur ne doit pas être interprétée comme une causalité. Voilà, c'est pas une causalité, mais peut-être que ça peut être un facteur de risque, ok?
Les résultats non directement liés au disque, tels que le spondyolisthésis et la sténose du canal central, n'ont montré aucune association avec la lombalgie dans cette étude. Voilà, donc ça pour le coup on peut se dire, bon bah ça peut-être rien à voir, ok. Là, les changements modiques de type 1, la dégénérescence discale, les défauts de la plaque terminale, la hernie discale, la sténose du canal rachidien, la compression nerveuse et l'infiltration de graisse musculaire sont liés à la douleur perçue. Donc là, on a quelque chose où il y a peut-être un lien, parce que forcément, je vous mets pas les études qui vont que dans le sens de on s'en fiche. Les résultats de cette étude peuvent être utilisés pour améliorer la prise de décision clinique pour les patients souffrant de lombalgie sur la base des images IRM. Mais après, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on en fait derrière quand on a une compression nerveuse, si elle est importante, c'est bien de le savoir. Si on a une dégénérescence discale, de toute manière, vous n'allez pas soigner le disque, vous en train de kiné. Hein. Donc voilà. Sténose du canal rachidien, de toute manière, voilà. Enfin, ça cliniquement, vous pouvez le voir aussi. Mais voilà, en gros, il y a des choses qui peuvent dire, ça peut peut-être générer de la douleur, nanani, nanana, ok. En fait, c'est pas prédicteur de douleur. Il y a plein de choses qui nous disent que c'est pas prédicteur de douleur. Les résultats de l'IRM montrent une dégénérescence lombaire ont une association faible ou nulle avec le fait d'avoir une lombalgie. Ok. Ici, les résultats de l'IRM ne peuvent pas prédire une lombalgie future. Ok, super. La progression du bombement discal n'était pas non plus significativement liée à la progression des douleurs. Donc en gros, en fait, on peut pas se servir de l'IRM pour vous dire plus tard, vous aurez ça. Par contre, ça peut être un témoin du passé, donc ça veut dire que les résultats de l'IRM qui correspondent à un classement de Pfirman supérieur ou égal à 3, en particulier au niveau du disque lombaire inférieur, le bombement du disque et les zones de haute intensité étaient associés à une lombalgie antérieure. Super. Ça veut dire que vous passez un examen et vous allez, admettons, voilà, vous passez un examen et vous demandez au radiologue, bah, qu'est-ce que vous en dites? Ah, je peux vous dire que peut-être j'ai de bonnes raisons de croire que vous avez déjà eu mal au dos. Oui. Super, vous venez de m'apprendre quelque chose que je savais déjà, je savais déjà que j'avais mal au dos, mais moi ce que je veux savoir c'est est-ce que j'aurai mal au dos plus tard. Non, je peux pas vous dire. Bon bah voilà. En gros, ce qu'il faut faire, c'est vraiment très simple. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous prenez 10 personnes qui ont mal au dos, 10 personnes qui n'ont pas mal au dos, vous leur faites passer à chacun des IRM, vous mélangez tout ça, vous montrez à un radiologue, bah, il va pas être capable de vous dire, à part signe ultra spécifique, lui il a mal au dos, lui il a pas mal au dos. On va prendre 10 personnes qui ont une lombalgie non spécifique, on a exclu toutes les pathologies bizarres, on prend 10 personnes qui ont pas mal au dos, on mixe un peu tout ça, le radiologue il regarde, bah il y a de fortes chances qu'il trouve pas. Ou alors qu'il fasse pas mieux que le hasard, hein, parce qu'il y a quand même une chance sur deux, mais en gros voilà, s'il a 50% de bonnes réponses, bon bah vous auriez joué à pile ou face, vous auriez eu le même nombre de... Vous auriez eu le même résultat qu'un radiologue. C'est pas non plus pertinent pour suivre les lombalgies, donc on a vu que c'est peut-être des facteurs, ça peut être des facteurs de risque, ça peut pas prédire, au mieux ça peut vous dire s'il y a déjà eu des problèmes dans le passé, mais c'est pas non plus pertinent pour le suivi des lombalgies. En fait, il est très peu probable que les résultats de l'imagerie par résonance magnétique, donc par l'IRM, dans les 12 semaines suivant l'apparition d'une lombalgie grave, représentent un nouveau changement structurel. La plupart des nouveaux changements, perte de signal discal, arthrose des facettes et changement de signal de la plaque terminale, représentent des changements progressifs liés à l'âge qui ne sont pas associés à des événements aigus. Donc en fait, c'est pas parce que vous déclarez une douleur que c'est parce que boum, il y a eu un truc qui s'est passé sur votre IRM. Ok ? Les syndromes radiculaires primaires peuvent présenter de nouvelles compressions radiculaires associées à une irritation radiculaire. Par contre, ouais, s'il y a une compression qui arrive sur un nerf, ça peut peut-être expliquer l'apparition de votre nouvelle lombalgie, mais en fait ça correspond à 4% des gens. 4%, ça fait pas beaucoup. Ok ? Donc pareil, est-ce que ça vaut le coup de faire une IRM à toutes les personnes qui ont nouvellement mal au dos? Bah non, c'est pour ça qu'il faut savoir filtrer, savoir faire un bilan, dire toi tu vas faire un IRM, toi tu vas pas faire d'IRM, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela, voilà. Il faut savoir réorienter de manière précise. Pour ça, il faut savoir faire un bon bilan. Les kinés, ils sont bons là-dessus normalement. Ils renvoient pas pour n'importe quoi, et quand tu renvoies, ils sont pas mauvais les kinés. Ouais, je parle des kinés, j'ai pas les stats sur les ostéos, et choses comme ça, mais je pense que les ostéos, vu la formation que vous avez, je pense qu'en réorientation, vous êtes vraiment très bon, vu que vous avez la prise en charge, l'accès direct et tout ça, vous êtes censé être formé. Donc quand vous faites les choses carrées, tout, je pense que vous pouvez être très bon. Après, quand vous soignez avec vos trucs énergétiques bizarres, là je pense que vous êtes éclatax. Bon, là c'est l'instant pub, j'ai sorti une formation il y a quelques temps. Alors pour ceux qui se demandent, elle est toujours à jour et je continue de la mettre à jour, ok? Et bientôt il va y avoir, là enfin bientôt, je commence à travailler sur la partie 2 qui sera exactement la même chose au niveau cervical. Il y a juste une chose que je me demande, est-ce que je fais une suite où toutes les parties théoriques de la partie 1
on ne les revoit pas dans la partie 2, ou alors est-ce que vous préférez que ce soit deux parties totalement indépendantes, et du coup que je reprenne les parties théoriques de la partie 1, et que je les remette quand même dans la partie 2. Alors si vous avez déjà la partie 1, bon bah ça fera juste un rappel ou un doublon dans la partie 2, mais si vous voulez prendre que la 2, bah vous pouvez prendre que la 2. Voilà, que sur les cervicales. Par exemple, si vous voulez faire que les cervicales, bah vous pouvez prendre que les cervicales. Comme d'hab, le prix, franchement, je vois de plus en plus de formations sur les réseaux, ou des gens qui vendent des livres, ou des choses, ou des machins éclatés à des prix énormes. Franchement, là, pour 249 €, l'investissement, il vaut clairement le coup. Et donc, du coup, bientôt, l'autre partie. Et ce que je fais, bon, je le dis là, ça, je fais pas de pub sur Instagram, comme ça, il y a que ceux qui me suivent sur YouTube qui savent. Tous ceux qui auront pris la formation lombaire avant que l'autre, elle sorte, je vous donnerai à vous une petite réduction. Par contre, ça marchera plus quand la partie 2 elle sera sortie. C'est pour tous ceux qui auront pris avant, je ferai un geste pour le soutien. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent à l'abonnement premium de la chaîne, pour avoir bien évidemment les PDF, j'ai complètement oublié de le dire au début de vidéo. Bien évidemment, tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, donc faut payer 4,99 € par mois, vous êtes dans le groupe WhatsApp, on peut discuter, on discute pas vraiment beaucoup, mais en tout cas je mets tous les PDF, ok? Et on va reprendre, on va passer à la suite. Et donc là, on va attaquer la dernière partie, la plus grosse, l'IRM, la fabrique à malades, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bon, c'est un titre un peu provocateur, mais en fait, c'est pas faux, on va voir ça. Donc à chacun sa lecture, donc là c'est une petite étude, mais il faut vraiment voir ça comme un petit fun fact, on va dire. En gros, c'est une étude observationnelle prospective, où ils ont envoyé une femme de 63 ans qui avait des antécédents de lombalgie et des symptômes radiculaires à droite. Ils l'ont envoyée dans 10 centres IRM différents, sur une période de 3 semaines, et ils ont regardé les résultats. En fait, sur l'ensemble des 10 examens, il y avait 49 résultats distincts. Ok? 49 résultats distincts, donc potentiellement qui pouvaient expliquer ces douleurs ou qui étaient problématiques. Il n'y a aucun résultat qui a été rapporté dans les 10 examens. Ok? Et un seul résultat a été rapporté dans 9 des 10 examens de l'étude. Donc en fait, on comprend tout de suite que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce qu'il voit. Et là, je voulais y revenir. Il n'y a aucun résultat qui n'a été rapporté les 10 fois. Les résultats d'interprétation, donc on avait 32,7% qui ne sont apparus qu'une seule fois dans les 10 rapports d'examen. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même un tiers des choses qui apparaissaient dans un seul examen à chaque fois, donc voilà, qu'il n'y avait que la personne qui avait vu ça. Donc en fait on voit qu'il y a une grande variabilité en fait dans ce que voient les radiologues, hein. En conséquence, les auteurs concluent que le lieu où un patient obtient son examen d'IRM et le radiologue qui interprète peuvent avoir un impact direct sur le diagnostic radiologique, le choix ultérieur du traitement et le résultat clinique. Forcément, si vous avez un IRM qui le mec il vous trouve vous tombez sur un des mecs qui vous sort un truc où il faut se faire opérer, bon bah vous allez vous faire opérer pour rien. En gros, voilà, c'est la vision pessimiste du truc, tu vois, mais c'est pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer. Donc IRM précoce égale plus longue période d'invalidité, plus des interventions inutiles. En fait, l'IRM, il est associé à une durée d'invalidité accrue chez les patients qui souffrent de lombalgie aiguë sans signaux d'alerte. En fait, on a une durée d'invalidité qui peut être plus importante de 102 à 120 jours. Donc pour qu'on se rende compte, en fait, ça fait entre 3,5 et 4 mois chez les personnes qui passent une IRM précoce par rapport à ceux qui vont pas passer d'IRM. Ok? Donc on se dit, on va faire une IRM pour voir si ça va. Bah en fait, il y a de fortes chances que ça aille parce que bon bah les lombalgies non spécifiques, c'est quand même ce qu'il y a la plupart du temps. Mais en fait, vous allez peut-être lui mettre 3,5 à 4 mois d'invalidité en plus par rapport à quelqu'un qui n'avait pas qui n'a pas passé d'IRM. Et ici, on nous dit que toute technique d'imagerie risque d'étiqueter un patient avec un diagnostic patho-anatomique sans rapport avec la cause réelle de ses symptômes. Bah ouais, forcément, parce qu'en fait, on sait que 90% des lombalgies sont non spécifiques, sauf que si vous passez une IRM, on va voir des changements qui vont être liés à l'âge, et on va se dire, ah bah c'est ça, ah bah c'est ça, ah bah c'est ça, bah en fait non, c'était pas ça. Une fois étiqueté, un patient peut alors s'engager sur la voie d'intervention invasive ou chirurgicale sans amélioration évidente du résultat par rapport aux soins cliniques habituels. Donc vous allez avoir un patient, un qui va passer un IRM, l'autre il va pas passer d'IRM, une IRM. Lui, il va avoir sa période d'invalidité, il va faire les traitements classiques kiné, et hop, il va aller mieux, il va retourner au travail. Et lui, en fait, il va avoir plus d'invalidité, peut-être qu'il va faire de la kiné, puis en fait, finalement, il va avoir une infiltration, il va se faire opérer, et en fait, peut-être 5 ans après, en fait, les deux, ils seront au même point, sauf que lui, bah, il se sera fait opérer, il aura une infiltration, il aura eu une plus longue période d'invalidité, il aura coûté plus cher à la société aussi, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de mettre des sous là-dedans. Voilà.
Donc, c'est vrai que je parle pas souvent de l'aspect économique, mais ça coûte cher de faire passer des IRM à des gens à qui c'est pas utile. C'est pour ça qu'il y a des règles cliniques. Par exemple, on fait pas passer une radio à tout le monde qui a mal au dos pour voir s'il y a une fracture. Bah non, on a des critères avec un fort taux, enfin une forte sensibilité pour être sûr de pas avoir des faux négatifs. Ok. Bon, par contre, on peut avoir beaucoup de faux positifs. Mais un faux positif, c'est pas grave, la personne elle va passer son IRM, mais c'est pas dangereux. Par contre, un faux négatif avec je sais pas, une instabilité cervicale, le mec il balance un trust de cow-boy, bon là ça peut peut-être être plus problématique. Donc la fabrique à malade, je vous ai dit, donc bien que l'incidence de la lombalgie au cours de la vie soit de 85%, on avait vu une autre vidéo, c'était 84, bon voilà, c'est beaucoup. L'histoire naturelle, et c'est celle en fait ça va aller mieux, spontanément, ok. Et seul un très petit nombre d'entre elles deviendront chroniques ou nécessiteront une intervention chirurgicale, ok. Cependant, paradoxalement, le nombre et les types d'interventions ainsi que l'incidence de la chirurgie augmentent de manière alarmante. Ça c'est problématique ça quand même. L'utilisation croissante de l'IRM a été pointée du doigt comme une cause importante de la conversion du symptôme de lombalgie en une maladie nécessitant une intervention et une chirurgie. Effectivement, la lombalgie, en fait, t'as mal au dos, frérot, ça va passer. Dans la plupart des cas, ça va passer, nanani nanana. Toi, en fait, le mec, enfin toi, admettons le patient, parce que toi, si t'es kiné ou quoi, le mal de dos, bon, ça te parle, tu vois, mais le patient, il se réveille, il a mal au dos, il se dit, ouais, j'ai mal au dos. Et il passe une IRM, et d'un seul coup, il fait, ah ouais, purée, mes disques, ils sont éclatables, j'ai de l'arthrose, j'ai tout. Putain, le mec, il avait juste mal au dos, il repart, il va moins. Bah, forcément, ça va être plus compliqué derrière pour lui. Enfin, c'est d'une violence quand même, ce truc-là, tu pars, t'as mal au dos, et tu reviens, on me dit que ton corps, il est pourri, quoi. C'est ça le problème. Ah, de toute façon, là, on va être sur la même étude pendant un moment, hein. Elle est super intéressante celle-là. Ça on l'a lu. Hop. Cette étude a démontré les effets nocebo et néfastes d'un rapport d'IRM sur les patients souffrant de lombalgie et même sur les professionnels de santé. Ok, et on reviendra dessus après. En fait, en gros, ils ont pris un groupe et on leur a expliqué factuellement l'IRM. Vous voyez là, votre disque là, il est complètement éclaté. Là, vous voyez, ça c'est de l'arthrose, ça. Vous voyez, ça, c'est un nerf qui est comprimé. Vous voyez, ça, là, c'est des ligaments, l'état, c'est catastrophique. Non, c'est pas ça, mais en fait, c'est les comptes rendus que vous avez d'habitude, en fait, vous savez, discopathie dégénérative au niveau L5, S1, nanani, nanana. Et le groupe B, en fait, il a été rassuré par le fait, en fait, que les résultats, on vous leur a dit, ah oui, là, vous avez de l'arthrose, mais à votre âge, c'est normal, hein, puis, bon, là, vous avez mal au dos depuis quoi? 2 semaines, ça fait sûrement l'arthrose, ça fait sûrement 4-5 ans qu'elle est là, ça n'a pas poussé dans la nuit, c'est pas ça qui cause vos douleurs. Ah, un disque comme ça, ouais, mais ça c'est pas grave ça. Ça explique pas vos douleurs, faut pas s'inquiéter. Petites explications, ah oui, vous savez, la peau, il y a des rides, ça fait pas mal les rides, bon bah voilà, c'est les rides de votre dos, c'est vraiment pas grave. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et en fait, les lésions tissulaires et la douleur sont profondément ancrées dans l'esprit du patient comme une relation de cause à effet, bah, et pour le groupe A notamment. La perception négative d'une lésion de la colonne vertébrale peut entraîner la persistance de la douleur et une réponse inadéquate au traitement. Bah ouais, mais en fait, ah ouais, mon dos il est abîmé. Donc on va faire du soulevé de terre. Ah ouais, mais en fait, quand je fais du soulevé de terre, lui il va se dire, ah putain, mais je suis en train d'encore plus abîmer mon dos. Qu'est-ce qu'il me fait faire ce kiné? Il est nul. Moi, il faut que je me fasse opérer, moi, il faut que je me fasse opérer. Les patients du groupe A n'ont pas réussi à aller mieux et ont également souhaité une intervention en indiquant que même s'ils pouvaient vivre avec leur douleur, ils souhaitaient une intervention pour éviter d'éventuelles détériorations et complications futures. Donc vous comprenez un petit peu la fabrique à malade là? Donc en fait, une mauvaise interprétation de l'état de la colonne vertébrale du patient à travers un rapport d'IRM conduit à une impression négative de sa colonne vertébrale. Donc, c'est quoi un rapport d'imagerie versus un rapport clinique? En fait, le rapport d'imagerie, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Comment on appelle ça? Déchirure de l'anneau fibreux. euh, euh, J'essaie de retrouver les termes en français qu'on retrouve nous dans nos trucs. Ouais, dégénérescence discale, bombement discal, tout un tas de choses comme ça. Par contre, si on vous met, voilà, grade de Firman 3 ou des choses comme ça, ou zone de haute intensité ou des choses comme ça, bah tout de suite en fait ça va pas, le patient il va pas l'interpréter pareil. Et en fait le professionnel de santé ne va pas l'interpréter pareil non plus en fait, et c'est ça qui est incroyable. Donc en fait déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les patients quand ils sont incertains de leur état de santé, ils demandent l'avis à leur entourage et surtout d'internet, ok. Et on sait maintenant qu'il y a 80% des patients qui vont vérifier les informations de santé à partir de recherches en ligne, ok.
On a un terme, pour certaines personnes, la cyberchondrie, ça c'est vraiment la tendance à vérifier son état de santé sur internet de manière excessive. Ok, donc on va vérifier tout le temps, est désormais bien connu et associé à une tendance accrue à l'autodiagnostic, à une anxiété accrue, augmentation de la gravité des symptômes, des niveaux de détresse, une déficience fonctionnelle et une augmentation de l'utilisation des soins de santé. Donc le niveau de détresse il va augmenter, on va avoir plus d'atteintes fonctionnelles, voilà. Les radiologues doivent s'éloigner des rapports de routine et de l'utilisation de terminologie qui impliquent des dommages structurels avec un risque de catastrophisme pour le patient et adopter des rapports cliniques. Donc ce type-là, voilà, on dit plus le disque il est éclaté, on dit le disque a une apparence, on peut retrouver dans le disque des zones de haute intensité, voilà. Et donc en fait cette étude c'est un plaidoyer pour passer du rapport d'image au rapport clinique, ok. Et en fait, ils ont constaté que l'effet du rapport clinique était significatif chez les chirurgiens orthopédiques et les physiothérapeutes, car pour le même IRM, ils percevaient une moindre gravité de la maladie, prescrivaient un traitement conservateur à un plus grand nombre de patients et évaluaient également une plus faible probabilité d'intervention chirurgicale. En fait, si le chirurgien il voit oh là là, le disque il est niqué, et il va falloir opérer. S'il voit Modified Fuhrman Grading, il se dit je sais pas ce que ça veut dire, c'est que ça doit pas être très grave. Non, je rigole. Alors, ça serait le kiné. Est-ce que vous, si on vous met les grades de Fuhrman, vous êtes capable de savoir ce que ça veut dire? En fait, vous dites, bon, s'ils m'ont envoyé ici, c'est que ça doit pas être grave. Non, je rigole. Non, non, c'est une blague, ça. Même en gros, c'est juste qu'en fait, quand c'est pareil, en fait, les mots, ils ont un sens. Ils ont des représentations. On a une représentation dans. Bah, chacun a ses représentations, et en fait, on sait par exemple que l'hernie discale, bah, en général, c'est pas très bon. Ok, bon maintenant on sait que c'est pas comme ça que ça doit être vu, mais dans la pensée collective, dans l'imaginaire collectif, même chez les professionnels de santé encore, hernie discale, pas bon. Donc il faut savoir que quand on fait des rapports d'image, des rapports cliniques, pardon, tout l'inverse, donc quand on fait des rapports cliniques, eh ben c'est mieux pour le patient. Ça, on peut s'en douter. Mais c'est mieux pour le professionnel de santé. Vous allez pas prendre en charge la personne de la même manière. Et c'est ça qui est ouf, ok? C'est ça qui est ouf. Donc là, on va juste un petit peu voir les informations qu'on retrouve sur Internet. Par rapport aux gens qui cherchent sur Internet. J'aurais pas dû la mettre là, la diapo, j'aurais dû la mettre avant, mais c'est pas grave. Donc la plupart des sites sur lesquels les patients tombent, en ce qui concerne le mal de dos, donnent comme explication des douleurs, des causes structurelles et biomécaniques à l'origine des lombalgies. Donc en fait, on est sur un modèle toujours axé biomédical plus. On retrouve des termes nocebo, des comparaisons douteuses en rapport avec le disque intervertébral. Alors ça, c'est chez les anglophones. Le disque congelé, ça, je le vois jamais. Ou disque qui glisse, ça, je le vois pas. J'ai pas l'impression qu'on dise ça en France, en fait. Vous savez, avec le beignet, là, avec l'HD dedans, et l'HD, elle sort, là. Et on dit ça, c'est le disque. En France, j'ai pas trop l'impression qu'on voit ça. Mais par contre, on a cette idée de ça compresse et ça part vers l'arrière. Peut-être je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus anglophone, ça. Et les traitements proposés ne sont pas en rapport avec les guides de bonne pratique récents. Voilà, donc explication biomédicale terme nocebo, et en plus les traitements qu'on propose, ils sont pas en accord avec les guides de bonne pratique. Et là vous dites oui mais c'est parce que le patient en fait il cherche pas sur les bons sites. Il faut chercher sur les sites des professionnels de santé. Bon bah pas de chance, le plus problématique c'est que plus de 90% des sites sur lesquels ils tombent sont tenus par des professionnels de santé. Donc c'est-à-dire que 80% des sites des professionnels de santé sur lesquels tombent les patients, bon bah utilisent donc modèle biomédical, terme nocebo, ne sont pas en accord avec les guides de bonne pratique. Voilà, donc en gros on va vous expliquer que vous avez mal au dos à cause de votre posture, à cause de votre radiculopathie, à cause de bon, je sais pas, de votre arthrose, tout ça. Pas ouf. Pas ouf. Voilà, en gros, ça, c'est les mots qui tapent en anglais. Alors, la dernière fois, j'ai tenté de taper des mots, ces mots-là, sur Google. Et donc, des trucs en rapport avec le disque. Donc, j'avais tapé douleur. J'avais pris ça, en fait. J'avais mis douleur, disque, nerf. Et en fait, effectivement, on tombe sur les premiers liens avec des choses avec des titres complications des hernies discales, clinique de chirurgie de machin. Bon, effectivement, ça fait un peu peur. Et en fait, on a la même chose sur l'épaule. Cette étude, elle suggère que les sites web consacrés à la douleur à l'épaule présentent des informations d'un niveau de lecture trop élevé, bon ça ok, pour être consommé par le public, et qui sont fortement orientés vers les causes biomédicales de la douleur. Donc les frérots, faites un effort, quand vous mettez des choses sur internet, essayez de vous dire... Bon, essayez de pas mettre des choses fausses quoi. On fait un effort. Bon, on arrive bientôt à la fin, parce que je crois que les deux dernières diapos, de toute façon, il n'y a pas grand chose. Et ces petites pauses là. Ah oui, ce qu'il faut pas faire.
En fait, il y a le bon IRM, vous voyez, et il y a le mauvais IRM, ok? Alors, le mauvais IRM, en gros, c'est en fait, c'est l'IRM qu'on fait d'habitude, avec, donc en gros, la personne, elle a un mal de dos, bon là, chronique, on va dire, pas d'indication à la chirurgie, pas de red flag, et on fait quand même une demande d'IRM pour être sûr. On fait un rapport d'image, ça engendre de la cyberchondrie, de la catastrophisation et de la peur évitement. Et derrière, on a une augmentation d'intervention de type infiltration, de demande de manipulation, et après ça part dans des trucs délirants. Je crois que magnétomie c'est magnétiseur, des trucs de traction, après correction de semelle pour les pieds. Enfin bon, le mec il a 40 ans, ça fait 40 ans, il a les pieds tordus, il avait pas mal au dos, maintenant il a mal au dos, il faut des semelles pour corriger. Ça fait 40 ans qu'il est comme ça, bon. Et là, je dis pas que ça sert jamais les semelles, hein, c'est toujours pareil. Quand je dis des choses comme ça, venez pas me reprendre sur ce genre de choses. En fait, quand j'ai un ton humoristique, c'est que je fais une blague, en fait. Et quand j'ai un ton sérieux, c'est que je fais pas une blague. Et donc du coup, voilà, et ça va augmenter en fait les interventions chirurgicales. Notre étude a montré qu'un rapport d'IRM de routine, alors là je prends un ton humoristique, mais je dis un truc sérieux. Notre étude a montré qu'un rapport d'IRM de routine sans assurance appropriée conduit à une mauvaise interprétation et à une catastrophisation avec des résultats fonctionnels médiocres. Cela peut être l'une des causes importantes de la pandémie croissante de lombalgie et de l'augmentation du nombre d'interventions et des taux de chirurgie du rachis lombaire. Et c'est aussi pour ça, là je vais faire une petite note, c'est aussi pour ça que sur les réseaux, je vais pas dire je me bats, parce qu'on va pas non plus utiliser des termes comme ça, mais en gros, le professionnel de santé, pour moi, bon, le but ultime, c'est d'aider le patient, ok. Mais en fait, je crois que le niveau 1, ou même le niveau 0, en fait, c'est de pas créer de malades et de pas empirer les patients. Si vous avez un patient qui a mal au dos, qui a un mal de dos non spécifique, qui serait parti, en fait, tout seul, mais qu'il vient vous voir et que vous lui racontez n'importe quoi sur son dos avec ses disques pourris et qu'il repart, et en fait son mal de dos qui serait passé en 3 semaines, il va passer en 3 ans, ben ça c'est quand même problématique. Là vous avez fabriqué un malade, ok. Donc le niveau 0, c'est on fabrique pas de malade. Le niveau 1, c'est on fait pas pire que ce qui se serait passé naturellement. Et après, niveau 2, putain, on aide le patient à récupérer peut-être plus vite, ou on lui apporte quelque chose. Soit il récupère plus vite, de toute façon vous ne pourrez pas savoir si grâce à vous il récupère plus vite ou pas finalement. Soit il a des outils pour gérer plus tard, pour être moins inquiet ou des choses comme ça. Voilà. Mais niveau 0, c'est au moins ne pas créer de malade. Ça me semble être une base. Sinon vous n'êtes pas professionnel de santé. Donc du coup on va faire une petite conclusion, mini conclusion avant de reprendre. L'impact négatif de l'IRM chez les patients et les professionnels de santé, qu'est-ce que ça donne? L'IRM peut conduire à une plus grande utilisation des soins de santé, infiltration, chirurgie, même on a vu magnétiseur et tout ça, mais sans amélioration des résultats. Donc utiliser des choses invasives pour rien. Dans les recommandations, l'imagerie doit être utilisée uniquement si c'est spécifiquement indiqué. Si c'est pas spécifiquement indiqué, ben on fait pas d'imagerie. Et vous savez quand c'est spécifiquement indiqué, on l'a vu tout à l'heure. L'utilisation de l'IRM pour évaluer la lombalgie au lieu de la radiographie a multiplié par 3 le nombre d'interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale sans différence de résultat à un an. Donc, une personne qui a mal au dos, qui fait une radio, inutile d'ailleurs hein, la radio, hein, pas parce qu'il y a une fracture ou quoi, mais genre lombalgie non spécifique, il y en a un qui passe une radio, l'autre qui passe une IRM, parce qu'il a passé une IRM, il a 3 fois plus de risque de se faire opérer. Voilà. Donc en fonction de votre médecin traitant, enfin votre médecin généraliste, on va dire, qui vous envoyez faire des IRM quand vous avez mal au dos sans aucune raison, bah, en fait lui il augmente votre risque de vous faire opérer. Les IRM peuvent créer un effet nocebo chez les patients, donc ça vous le saviez, chez les patients vous le saviez, mais aussi chez les professionnels de santé. Et par exemple, toi t'es peut-être un professionnel de santé, donc il faut que tu aies conscience de ça. Et donc ce qu'il faut faire, en gros la personne elle a un mal de dos chronique, sans drapeau rouge, sans indication de chirurgie, bah on essaye de faire de l'éducation, de réassurer le patient, voilà, de construire des croyances positives ou de chasser les négatives, voilà.
d'éviter la peur évitement, donc tout ce qui peut rentrer dans la chronicisation de la douleur, donc avec les facteurs psychosociaux, on va surtout dire psycho du coup, la rumination et tout ça. Mais en fait, la majorité des cas, ils vont s'améliorer. Du coup, le bon IRM, là, c'est de pas en faire. Par contre, là, s'il y a des patients qui continuent d'avoir de la douleur, on peut faire un IRM, mais on fait un rapport clinique pour pas augmenter. Peut-être que c'est une personne qui avait quand même des courses négatives ou des choses comme ça, des facteurs psychosociaux compliqués. On va pas lui rajouter des problèmes, ok? Donc ça c'est le bon IRM. C'est soit celui qu'on fait pas, soit celui qu'on fait au bon moment avec un bon rapport. Donc le mauvais IRM, c'est celui qu'on fait comme ça, pour aucune raison, avec un rapport clinique d'imagerie. Et le bon IRM, c'est soit celui qu'on fait pas, soit celui qu'on fait, mais avec un rapport, un rapport clinique. Oh, purée, je confonds les termes à chaque fois. Rapport d'imagerie, pas bien. Rapport clinique, bien. Comme ça, je l'ai redit sans me tromper. On arrive à la fin, hop, quand est-ce qu'on fait une imagerie donc j'ai dit au début, mais voilà, mais c'est en gros, c'est quand vous sentez que c'est indiqué, quoi, hein, c'est s'il y a pas d'amélioration du patient, si il se dégrade, ou si vous sentez qu'il y a une bonne raison de faire une IRM, ok? Fracture, syndrome de la queue de cheval, infection, peu importe. Les lignes directrices découragent l'imagerie de routine chez les patients souffrant d'une lombalgie non spécifique. Voilà. Et conseille de réserver son utilisation au cas où les déficits neurologiques graves ou progressifs sont présents ou lorsque des conditions sous-jacentes sérieuses sont suspectées. C'est ce que dit l'American College of Physicians, l'American Pain Society, the Royal College of Radiologists. Bon voilà, en gros tout ça, ça dit ça. Donc on peut se dire, ça a l'air quand même de faire un certain consensus. Donc on va les suivre, ok? De toute manière, c'est dans toutes les galas, on l'a vu partout. Hein. Hop, hop. Ah oui, ça c'est la dernière petite histoire assez drôle. Ça, je l'ai. Ça c'est pas moi qui suis tombé dessus. Je l'ai vu passer sur les réseaux. En gros, on sait que les gens manquent les événements inattendus mais marquants s'ils sont occupés à faire autre chose. Un phénomène connu sous le nom de cécité d'inattention. Donc en gros, dès qu'on est occupé à faire quelque chose, bah, il peut y avoir des choses évidentes qu'on voit pas. Vous avez déjà tous vu la vidéo avec les gens qui se font des passes avec un ballon, et il y a un mec qui se barre et un gorille qui passe derrière, et en fait vous voyez pas le gorille, ok? Et il y a une autre vidéo où ils font la même chose. Si vous connaissez la première, faut voir la deuxième, où en gros c'est exactement la même chose, mais il y a encore d'autres choses qui changent. Et si vous voyez le gorille et le mec qui se barre, bah en fait à la fin de la vidéo, il y a 25 000 trucs qui ont changé, et en fait, vous l'avez pas vu. Donc il y a 2 vidéos, faut les voir. Je vous ai bien spoilé la deuxième, comme ça marchera absolument pas sur vous. Donc je vous ai gâché le truc. Toutefois, ces démonstrations impliquent généralement des observateurs naïfs engagés dans une tâche peu familière. Effectivement, quand on vous montre la vidéo avec les mecs qui se font des passes et le gorille, c'est la première fois que vous voyez ça, c'est pas votre taf. Voilà, vous n'êtes pas expert dans ce domaine-là. Mais en fait, qu'en est-il les mecs qui se sont demandé, qu'en est-il des experts qui ont passé des années à perfectionner leur capacité à détecter de petites anomalies dans des types d'images spécifiques, donc des radiologues qui regardent par exemple des scanners. Et en fait, ils ont demandé à 24 radiologues d'effectuer une tâche familière de détection de nodules pulmonaires, donc quelque chose dont ils sont balèzes pour le faire. Et en fait, il y avait un gorille 48 fois plus grand que le nodule moyen. Ok, un gorille 48 fois plus grand que le nodule moyen. Il a été inséré dans le dernier cas, et en fait 83% des radiologues n'ont pas vu le gorille. Ok, le suivi oculaire a révélé que la majorité de ceux qui n'ont pas vu le gorille ont regardé directement l'endroit où se trouvait le gorille. C'est ce que je me suis dit au début, je me suis dit, en fait ça se trouve il y avait un nodule ailleurs, et en fait ils se sont concentrés dessus, ils ont même pas posé les yeux sur le gorille. Mais en fait pas du tout, hein. On voit ici, en bleu c'est là où ils ont regardé, ils ont regardé le gorille et ils l'ont pas vu. Même les chercheurs experts opérant dans leur domaine de compétences sont vulnérables à la cécité d'inattention. Donc, faites... Enfin, c'est quoi la conclusion de ça en fait? Eh ben en fait, la conclusion de ça, c'est que faut pas se croire trop chaud, hein, les amis. Je pense qu'on pourra pas faire meilleure conclusion que ça. Hein. Ne vous croyez pas trop chaud. Quand vous avez des mecs qui ont l'habitude de regarder des nodules et qu'il y en a un qui est 48 fois... ils ont fou un dessin qui a rien à voir, 48 fois plus grand que le nodule moyen, qui est raté par 83% des radiologues, ouais, dans ce cas-là, prenez du recul quand même par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Hein, par exemple, si vous sentez des fluides se déplacer dans le corps, nanani nanana, ok. Bon. Donc, les patients, ils peuvent aller mieux facilement
mais en fait, on leur fait passer une IRM de routine avec une explication, avec un rapport d'imagerie. Et bim, le patient, il va pas mieux, c'est fini. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous ferez attention, j'espère que vous avez appris des trucs. Et puis bon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!